L'année suivante, d'autres cas sont rapportés en Ontario et au Manitoba. Dans ce dernier cas, le bovidé a été amputé de ses organes génitaux, de la patte antérieure droite et d'une oreille. Les coupures sont très nettes et l'animal ne paraît pas avoir saigné. Plus tard, entre le 1er août et le 11 novembre 1979, 38 cas sont rapportés près de la frontière de l'Alberta et du Montana. Selon les agents de la GRC chargés de l'enquête, 13 de ces cas sont inexplicables. Les autorités favorisent alors la piste sectaire. L'implication de groupes occultes ou sataniques a toujours été associée à ces soi-disant mutilations animales. À savoir si cela est vrai, je ne saurais le dire. En regard des enquêtes que j'ai menées, je n'ai jamais rien trouvé me permettant d'identifier quelque groupe occulte ou satanique que ce soit qui aurait réellement été responsable de ces mutilations animales. À 2 ou 3 reprises, des agents de la GRC m'ont accompagné. L'un d'eux, et j'ignore s'il a écrit un rapport à ce sujet, a été très impressionné par ce qu'il a vu. Il a admis que tout cela était très étrange et qu'il ne s'agissait certainement pas de prédateurs. Chaque année, à travers tous les détachements où j'ai été impliqué, et en particulier dans les prairies, des agriculteurs disaient avoir trouvé des bêtes mortes. Elles étaient mortes de causes naturelles. Et lorsqu'une bête est morte depuis un certain temps, comment peut-on déterminer avec exactitude les causes de la mort? Par contre, il est clair que s'il s'agissait d'une cause extérieure, que ce soit un coup de feu ou un autre type de trauma, il y aurait des preuves. Or, dans les cas qui nous intéressent, il n'y a rien de cela. Ces vaches sont mortes de maladies ou d'autres causes tout à fait naturelles. Et c'est uniquement ce qui a pu être déterminé. En mal de responsables, certains ont fait circuler la rumeur voulant que ces barbaries soient dues à des expériences menées par des militaires ou par des groupes de recherche industriels ou encore à une mystérieuse agence gouvernementale. L'idée que ces mutilations puissent être liées à des opérations militaires m'apparaît plutôt bizarre. Le scénario de ces militaires se baladant la nuit pour mutiler des animaux semble tout à fait extraordinaire. Je n'y crois pas du tout. Le gouvernement et les compagnies pétrolières ont été pointés du doigt pour ces mutilations. Je n'y crois pas du tout. Certains ont prétendu que les compagnies pétrolières mutilaient des animaux pour connaître leur diète et voir s'ils n'avaient pas ingéré des aliments à haute teneur en carbone, ce qui pourrait être un indice de la présence de gisements souterrains. Mon ranch est plutôt riche en pétrole, et ces gens ne sont jamais venus mutiler mes bêtes, ils ont préféré me poser la question. Depuis 1980, les autorités policières canadiennes semblent se désintéresser des cas de mutilations animales. Il semblerait même que plusieurs enquêtes n'ont jamais été complétées. Il faut comprendre qu'il y a des coûts liés aux enquêtes et que les agents, même s'il s'agit de régions rurales, font leur possible pour déterminer les causes d'un incident. Leur travail consiste à répondre aux plaintes et à déterminer s'il y a eu ou non une activité criminelle. Et si c'est le cas, leur mandat est d'arrêter le responsable et de le traduire devant les tribunaux. Ensuite, la justice suit son cours. Je ne vois aucune raison quelle qu'elle soit pour que la GRC ou toute autre agence gouvernementale agisse autrement en se disant « Tiens, tiens, on a trouvé une vache mutilée ici et tout font l'affaire ». Ça n'a aucun sens. En juin 2002, un fermier de Veteran en Alberta, Floyd Vetter, découvre l'une de ses vaches morte et mutilée. Toute la tête de l'animal a été écorchée, ne laissant voir qu'un crâne dénudé. La bête n'a apparemment subi aucune autre mutilation. Curieusement, les branches des arbres situés à la verticale de la carcasse ont été brisées. On dirait que l'animal a été balancé du haut des airs après avoir été mutilé ailleurs.
Autour, il n'y a aucune trace de sang ni de prédateur. Pour Floyd Vetter, le cas est clair. Le coupable ne pouvait venir que d'en haut. Je ne crois pas que ces mutilations soient l'œuvre des extraterrestres. Honnêtement, pourquoi viendraient-ils ici pour mutiler tous ces animaux? S'ils sont assez intelligents pour nous rendre visite, ils auraient certainement trouvé un moyen de discuter avec nous. Tout cela est ridicule. Jusqu'à présent, j'ai enquêté sur plus d'une centaine de cas. Je sais ce que peuvent faire ou non des prédateurs. Dans certains cas, on a relevé de la radioactivité sur les carcasses ou autour. Dans d'autres cas, le champ magnétique présentait des anomalies. Dans plusieurs incidents, le sang n'était plus que de l'hémoglobine. Or, d'après le Dr Levengood du Michigan, qui a travaillé à partir de mes échantillons, réduire le sang à l'état d'hémoglobine et ce directement sur le terrain équivaut à faire une chirurgie du cerveau dans une cuisine avec des ustensiles. Cela n'a pas plus de sens. J'ai enquêté sur un cas où les os étaient noircis et les graisses littéralement fondues sur les os de l'animal. Il ne restait que les collagènes. Pour tirer des collagènes de la graisse animale, il faut la chauffer avec des micro-ondes. Je ne vois toujours pas quel est le lien avec les ovnis, mais cela demeure un phénomène intéressant. C'est sans doute un sujet qui mérite d'être étudié, mais je souhaiterais y voir plus de vétérinaires spécialisés en pathologie animale. Jusqu'à maintenant, hélas, les enquêtes ont été laissées aux amateurs d'ovnis qui, bien entendu, n'ont aucune connaissance en pathologie animale. Or, il est essentiel que le sujet soit confié à des gens ayant autorité en la matière. Au Canada, je suis le seul enquêteur sur ce sujet. Il m'est arrivé de travailler de concert avec la GRC et des vétérinaires. Ces derniers sont plutôt réticents à parler de ce sujet. Certains ont même refusé de se rendre près de la carcasse. Les cas de mutilations animales sont aussi troublants aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1967. Dans la mesure où les seuls témoins de ces barbaries sont les bêtes présentes qui ont été épargnées, on peut imaginer que les coupables auront le champ libre encore bien longtemps. À ce jour, aucune enquête officielle n'a jamais été menée au Canada pour expliquer ces mutilations animales. Par contre, aux États-Unis, un ancien agent du FBI, Kenneth Rommel, chargé d'enquêter sur ce phénomène, attribue dans son rapport l'adhésion aux hypothèses bizarres au niveau d'éducation des agriculteurs et des amateurs. Une conclusion qui est loin de faire l'unanimité. Comme quoi, ce sont les préjugés qui, parfois, nourrissent le mystère. Une histoire de pêcheur. Voilà une expression consacrée qui exprime l'incrédulité face à l'exagération de certains conteurs. Mais qu'aurait à gagner un pêcheur à raconter avoir vu un monstre marin sorti tout droit du parc jurassique? Pour les témoins involontaires de ces rencontres fantastiques, l'existence de tels animaux fabuleux ne fait plus aucun doute. À cause de leurs convictions, ils doivent subir la moquerie et le sarcasme. Au Québec, cette bête fabuleuse a un nom. Memphrey. Au matin du 18 mai 2003, le lac Memphremagog est pratiquement désert. Jean Grenier, un résident de Magog, une petite ville située sur les rives du lac, s'apprête à acheter sa ligne. Grenier remarque des reflets insolites, comme si l'eau était agitée par un remous. Soudain, une forme sombre brise la surface, sans provoquer d'éclaboussure. Pendant près de 3 minutes, Jean Grenier va observer la chose. Il ne voit ni la tête, ni la queue. Mais pour lui, il s'agit bel et bien d'un animal, et d'un gros.
Le pêcheur de Magog n'oubliera jamais cette matinée. Ce jour où il a vu Memphrey, le légendaire monstre du lac Memphremagog. Situé en Estrie, au Québec, le lac Memphremagog fait 52 km de long, dont 22 km se trouvent au Vermont, en territoire américain. Depuis 2 siècles, on raconte qu'une bête étrange habiterait ces eaux. Déjà au tout début de la colonie, les Amérindiens racontaient qu'ils ne se baignaient jamais dans le lac à cause des anacondas, ce qui signifie serpent géant. L'histoire de Memphrey, en réalité, ça provient de l'histoire du lac Memphremagog. Dans la géographie des frères et des écoles chrétiennes du Québec, là, en 1870, on nous dit qu'il n'y a pas d'animaux nuisibles au Canada, sauf le monstre qui se montre gratis au lac Memphremagog. Le nombre d'observations par année depuis que je m'occupe d'étudier ce phénomène-là, c'est environ une moyenne de 3 apparitions par année. Mais dans une année, on a eu jusqu'à 14 apparitions. Et nous avons eu des apparitions qui sont assez convaincantes. Exemple, le matin, on a des apparitions à Newport, aux États-Unis, c'est-à-dire dans la partie sud du lac, le Memphremagog, vers, disons, 10 heures l'avant-midi. Et le soir, à 5 heures, environ une dizaine de milles de là, les mêmes phénomènes sont observés par différentes personnes. Alors, c'est assez convaincant. Parmi ces observations, citons celle de M. Adrien Rompré. Le 5 mai 2000, ce retraité de la police de Montréal observe depuis sa maison en bordure du lac un sillage qui se déplace rapidement à la surface de l'eau. Je croyais que c'était mon voisin qui sortait son bateau. C'est ça qui a attiré mon attention, parce que je croyais jamais à ce que M. Boisvert disait quand les gens lui racontaient qu'il avait vu Memphrey qui appelle. Mais moi, j'y croyais pas. Mais là, en apercevant ce phénomène, cette bête, je me suis dit, c'est Memphrey. Hey, Claire! Claire, viens ici. Voir. Vu que c'était ça, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, viens voir, il y a quelque chose d'étrange dans l'eau. Elle est venue avec moi. Et puis là, elle s'est aperçue comme moi que c'était quelque chose qu'on ne voyait jamais dans le lac. C'était la vague de ce poisson-là. Pas poisson, parce que c'est pas un poisson. C'est cette bête-là qui s'approchait, qui sortait de l'eau, qui remontait, qui plongeait, et puis qu'on a regardé un bon moment ensemble. Ça ressemblait pour moi à une loutre de mer. Je peux pas dire que ça peut être ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de très étrange, qui était de 4 à 6 pieds de longueur, et puis une tête assez prononcée, des gros yeux, avec des poils de chaque bord de la bouche. Là, à un moment donné, on l'a perdu de vue, parce qu'il a plongé profondément, fort probable, parce qu'on ne l'a pas revu. La question qu'on me pose assez souvent, s'il y a eu des recherches scientifiques à essayer de prouver l'existence ou la non-existence de ce phénomène, je dois dire qu'une année, un élève du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, est venu ici, puis avec un de mes amis, a fait la longueur du lac, aller-retour, avec ce qu'on appelle un side scan. Et on n'avait rien trouvé d'anormal à ce moment-là. On n'avait rien trouvé qui pouvait prouver qu'il y avait une créature dans le lac de Memphremagog. Vu que j'étais un guide de pêche du lac Memphremagog,